nous sortir la tête de l'eau pour l'image du Cameroun, qui a été très terni par ce que nous venons de vivre. Parce qu'en la réalité, au-delà du refus de dire le droit par le Conseil constitutionnel, c'est une atteinte à la démocratie. Nous sommes signataires de la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance. Le Cameroun l'a signé, ratifié. Il y a des engagements que les États prennent pour promouvoir la démocratie, des élections dans des conditions acceptables pour qu'il y ait une démocratie. C'est dans ce texte-là. Le Cameroun a signé et ratifié. Mais le Cameroun signe rapidement, ratifie, mais oublie que c'est des engagements qui ont été pris. Et dans le cas d'espèce, le fait d'écarter de manière aussi grossière la candidature d'un citoyen montre que le Cameroun a refusé d'appliquer les règles qu'il s'est lui-même fixées à travers la Constitution, à travers le texte que je viens de signer. Parce que là, il y a un problème de manque d'inclusivité dans le processus électoral. Le Cameroun, à travers l'institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel, a clairement pris fait en cause, non seulement pour le refus du droit, pour l'atteinte à la démocratie, mais refuser qu'un acteur majeur qui a déjà été candidat à l'élection présidentielle dans son propre pays ne puisse pas s'engager à la même élection qui suit immédiatement sur la base, j'allais dire, des arguments fallacieux. Parce que la décision qui a été prise de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto, je crois qu'on en parlera encore et encore dans ce pays. Et cela va même peut-être faire l'objet des mémoires, des thèses, pour les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est-à-dire, cette affaire va nous suivre pendant longtemps par rapport au droit, par rapport à la démocratie au Cameroun. J'insiste là-dessus pour dire que nous sommes donc engagés dans un processus électoral qui, au moment d'atteindre sa phase de croisière, est pratiquement torpillé par ceux-là qui sont censés la protéger. Et la question aujourd'hui se pose, et je crois que c'est le cœur du débat maintenant, que va-t-il se passer par la suite? La confiance dans une institution, elle est fondamentale. Si les Camerounais ne peuvent plus faire confiance aux institutions censées être des institutions démocratiques, comme ELECAM, comme le Conseil constitutionnel, mais ils vont se retirer, ils vont retirer leur confiance. Tout l'enthousiasme que nous avons vu depuis 1 an, 2 ans, bientôt 3 ans, tous ces jeunes qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales, dans la pluie, et même les personnes âgées, qui ne croyaient plus aux élections au Cameroun, qui ne croyaient plus au suffrage électoral sincère au Cameroun, mais qui sont engagés à prendre leur récépissé en attendant la carte électorale, sont aujourd'hui frustrés, déçus, et s'interrogent sur la suite de la compétition. Donc, le MINAT, qui a été au cœur de tous les agissements que l'on voit tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'ECAM ou bien au niveau du Conseil constitutionnel, a fait beaucoup de tort à la démocratie du Cameroun. La démocratie qui était en train de prendre son envol au Cameroun a fait beaucoup de mal. Et pour revenir à une situation meilleure, je dis bien, il va falloir beaucoup de temps pour rassurer les Camerounais. Et je termine pour dire que les Camerounais doivent savoir qu'il n'y a pas de situation éternelle.
il y a des situations qui peuvent s'améliorer et que le moment venu, il y a des actes qu'il faut savoir poser. Je pense que pour l'instant, rien n'est encore perdu. Par rapport à ce scrutin, tout dépend du mot d'ordre que donnera le candidat porté par le Manidem pour la suite de la compétition. Voilà, alors, Philippe Nanga, dans le sillage de ce contentieux préélectoral, il y a eu quand même un certain nombre d'actes, de choses qui ont été observées. Je voudrais recueillir l'avis du citoyen et surtout du défenseur des droits de l'homme que vous êtes. On a remarqué qu'il y a par exemple des personnalités ou des gens qui ont été interpellés tout autour, je veux dire, au cours pendant que l'audience se tenait. D'ailleurs, cela a donné lieu à un communiqué de la Commission des droits de l'homme du barreau, qui dit que la Commission des droits de l'homme du barreau donc a appris avec stupéfaction que par arrêté préfectoral du 6 août 2025, M. le préfet du département du Foundi a ordonné une garde à vue administrative de 15 jours renouvelable à l'encontre de 29 Camerounais pour compter du 4 août 2025. Et pour justifier une telle décision, l'ordonnance indique que les intéressés sont susceptibles d'être poursuivis pour trouble à l'ordre public, attroupement et incitation à la révolte à Yaoundé, etc. En effet, en cette journée du 4 août 2025 se tenait l'audience du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel qui est pourtant une audience publique et par conséquent ouvert au public. Mais pour des raisons inconnues, l'accès à la salle a été restreint ce jour. C'est donc la raison pour laquelle les citoyens se sont retrouvés en grand nombre ce jour au siège de la dite juridiction et sont donc arrêtés de manière arbitraire. Et plus loin, la commission dit condamner avec la dernière énergie cette violation flagrante de la liberté d'expression, des opinions politique également, garantie par le préambule de la Constitution qui dispose que nul ne peut être inquiété en raison de ses opinions politiques. Cette situation est d'autant plus grave car le Cameroun est actuellement en période électorale. C'est ce qu'écrit la Commission des droits de l'homme qui tient à rappeler que le Cameroun est actuellement en période électorale et qu'il est inadmissible que des citoyens fassent l'objet de mesures de garde à vue simplement pour avoir pu assister aux audiences publiques du Conseil constitutionnel et pour avoir exprimé en public leurs opinions politiques. Il y a donc ces personnalités qui ont été, ces gens qui ont été arrêtés dans le sillage de cette audience au Conseil constitutionnel, mais on a également appris qu'il y a une émission télé qui a été interrompue. L'autorité administrative a fait éruption dans les locaux des médias et a exigé, il était en présence des forces de l'ordre, que cette émission soit arrêtée. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme et défenseur de la citoyenneté, quel est le regard que vous portez sur ces différents aspects-là? Est-ce que ça traduit une sorte de frilosité de la part du pouvoir face à, je veux dire, dans ce contexte électoral? C'est le regard que nous portons depuis longtemps. En fait, il s'agit de ce que nous dénonçons depuis quelques années maintenant, la gouvernance par la terreur. Nous sommes dans un pays où des gens ont choisi, n'est-ce pas, de gouverner par la peur et la terreur. J'ai l'habitude de dire que, je ne sais pas si je me trompe, mais à ma connaissance, un ministre de l'administration territoriale a vocation à protéger les citoyens que nous sommes. Et donc c'est son rôle, normalement. Parce que nous, citoyens souverains, contributeurs, n'est-ce pas, des ressources qui permettent de prendre en charge ces personnes-là, c'est pas pour qu'ils nous terrorisent. Hein? C'est nous qui prenons en charge l'administration publique par nos impôts. Et on ne leur donne pas notre argent pour qu'ils nous terrorisent. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que en face, vous avez constamment de gens qui vous terrorisent. C'est-à-dire qu'ils vous disent ouvertement et publiquement, et qui se complaisent d'ailleurs à le dire, hein, en rigolant, si vous vous amusez, je vais vous faire ceci. Voilà. Maintenant, on sait, au Cameroun, quand vous arrivez partout, on vous dit ah, vous n'êtes pas encore passé à la Moulinet, au Moulinet. On me le dit tout le temps. Donc, comme disait Maître Gouana, on est devenu la risée du monde. On en rigole, et pourtant, c'est pas normal. C'est pas normal parce que à un moment donné, vous avez vu
un préfet justement dire que si vous avez des propos, n'est-ce pas, qui ne conviennent pas à ce qu'ils souhaitent, ben on peut vous déporter du département. Tu as fondu. Quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, vous êtes Camerounais, vous êtes résident, peut-être natif d'un département, on vous dit, si dans un média, vous tenez des propos malveillants à l'endroit du gouvernant, et puis on vous déporte de chez vous. Et c'est passé comme ça. Et là, vous avez quelqu'un qui dit, c'est une audience publique, mais il dit, on ne veut pas voir des gens là-bas. La gouvernance, pas la terreur. On en est là. Et même qu'on disait, à force d'essayer, on va finir par créer une situation. Peut-être qu'ils veulent cette situation-là. D'ailleurs, je pense que M. Motla a pris des exemples. Hein. Moi, j'ai noté en disant, il n'a fait que nous présenter des exemples de confrontation, des situations de confrontation. Tous les exemples qu'il a pris au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'était que les exemples de confrontation. Une façon de nous dire, écoutez les amis, si vous voulez que les choses bougent, faites comme au Sénégal, faites comme en Côte d'Ivoire. Le message est bien passé. Donc, évidemment qu'on est dans les violations flagrantes des droits de l'homme, ça on le dit tous les jours, que des gens choisissent d'aller suivre une audience publique, n'est-ce pas, et qu'ils soient arrêtés, détenus, ça ne peut être qu'une violation. Mais maintenant, Monsieur Fangwa, je ne sais pas, tout le temps on fait des rapports, on se retrouve souvent à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme avec le gouvernement du Cameroun, ils essaient de se justifier, c'est souvent très amusant quand vous les voyez, n'est-ce pas, essayer de se défendre, n'est-ce pas, des actes de violation dont les citoyens font objet ici. Mais quand on rentre au pays, parfois vous dites, mais ces gens-ci, quand ils arrivent là-bas, ils essaient de se défendre que non, c'est pas ça, alors qu'ici, on vit ça. Donc, là encore, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Peut-être que les amis de M. Mot veulent nous pousser à faire comme en Côte d'Ivoire et comme au Sénégal, tout simplement. C'est pour ça qu'ils multiplient des actes de provocation. Moi, je le dis depuis quelque temps, qu'on a un gouvernement qui ne fait que de la provoque quotidiennement. Quand vous regardez les sorties des responsables de certains, pas tous, hein, de notre gouvernement, ce n'est que de la provoque. C'est-à-dire, et je voudrais, M. Maud, je ne sais pas quand il parle de la citoyenneté, s'il sait ce que c'est. Non. Oui, je suis convaincu que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Il est mieux placé que moi. Parce que, je peux vous garantir que c'est mon domaine phare. Vous en êtes spécialiste, c'est ça? Oui. De la citoyenneté? Oui. Monsieur, si vous ne le saviez pas, si vous ne le saviez pas, c'est ma spécialité. Et donc, je voudrais vous dire, et je voudrais que les citoyens camerounais m'écoutent. Le souverain, c'est le citoyen. Le souverain, M. Maud, c'est le citoyen. Ce n'est pas votre président de la République. Ce n'est pas notre président, ce n'est pas votre président du parti. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est au service du citoyen. Il dit qu'il n'est pas du président, il ne parle pas du ministre, qui lui est un sous-fifre du président. Le président est un serviteur du citoyen. Mais dans ce pays, M. Maud, vous, dans votre tête, vous pensez que c'est vous le souverain. Vous ne connaissez rien de la citoyenneté. Si vous saviez qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, vous ne viendrez pas ici nous dire que le Conseil constitutionnel fait ceci, mais non. Donc, c'est les Camerounais, c'est les citoyens qui sont souverains et on ne menace pas un citoyen souverain. Et pourtant, c'est ce que nous vivons tout le temps. Quand un préfet fait un acte comme celui-là, dans son cerveau, vous pensez qu'il a une idée de ce que c'est qu'un citoyen? Il pense qu'il est au-dessus du citoyen, tout simplement. Si le préfet savait qu'il s'adresse là, que les gens qu'il a interpellés, c'est les souverains, il ne le ferait pas. Dans son esprit, il pense que du seul fait qu'il soit préfet, il est au-dessus du citoyen. Alors que ce n'est pas le cas. Le souverain, c'est le citoyen. C'est le Camerounais, c'est nous. Tous ces gens-là, sous-préfets, préfets, gouverneurs, présidents de la République, sont au service du souverain qui est citoyen. Mais quand je vois les actes qui sont pris par ces gars qui sont payés par nos soins, c'est ça qui est en plus choquant. Quand vous voyez, moi je le dis parce que quand vous êtes en face d'un responsable administratif, dans son cerveau, il pense qu'il est au-dessus de vous. Il ne s'imagine pas qu'un jour j'ai dit à un policier, mais est-ce que vous savez que c'est moi qui vous paye? Et il était étonné que je lui disais, c'est moi qui vous paye. Vous ne payez personne. Votre salaire, vous le recevez de mes impôts. Putain.
Mais quel langage? Personne ne vous donne, il n'y a personne d'autre que moi. C'est les Camerounais qui cotisent de leur argent. Cet argent qui se retrouve dans le trésor public, qui permet de vous payer votre salaire. Et vous devez avoir du respect pour ceux qui vous payent votre salaire. J'ai envie de dire ça au préfet du Fundi. Il doit avoir du respect pour ceux qui payent son salaire, qui lui donnent les moyens de travailler. C'est le citoyen. Et le fait de tout le temps avoir de la brutalité vis-à-vis de ceux qui ont le pouvoir souverain, c'est une provocation grave. C'est pour ça que quand je lis à chaque fois les sorties du ministre, du ministre de la, je me dis, mais est-ce qu'il sait qu'il s'adresse au souverain? Et je voudrais, monsieur, vous êtes député. En tant que député, on va dire, représentant des citoyens, vous avez la responsabilité, monsieur Mott, de défendre le citoyen, de rappeler aux administrations publiques, c'est votre travail, de rappeler aux administrations qu'il doit avoir du respect vis-à-vis du citoyen. Vous prononcez, depuis quelque temps, je vous entends parler de la citoyenneté. Je dis, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Vous devez rappeler aux administrations, aux sous-préfets, aux préfets, quand ils prennent des actes, vous devez leur dire, attention, les actes que vous prenez là, c'est vis-à-vis du souverain. Et moi, je représente le souverain. Donc, faites attention quand vous prenez des actes, parce que vos actes, en réalité, doivent aller dans le sens de protéger le souverain. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui sont censés protéger le souverain sont ceux qui provoquent, qui mettent la pression, qui terrorisent le citoyen, le souverain. Et attention, à un moment donné, le souverain va quand même se rendre compte que la provocation a atteint un certain niveau et qu'il doit réagir en tant que souverain. Parce que le peuple reste souverain. C'est pour ça que aucune dictature dans le monde entier n'a résisté au souverain. Il faut savoir comme ça. Vous pouvez tout le temps, n'est-ce pas, provoquer, tout le temps piétiner les gens. À un moment donné, ils vont s'élever, ils vont vous dire arrêtez. Voilà. Alors, honorable Samuel, il y a quand même cette information qui nous est parvenue, sur laquelle l'autorité administrative a débarqué dans les locaux d'un média pour suspendre une émission. À côté de cela, il y a eu ces interpellations qui ont été faites dans le sillage de l'audience solennelle à la Cour suprême. Comment on peut expliquer ce déploiement sécuritaire? Je rappelle que, même en ce moment précis, vous avez des gendarmes qui sont devant les locaux du Manidem depuis pratiquement le 26 juillet, qui n'ont pas décampé. Qu'est-ce qui peut justifier ce déploiement sécuritaire depuis que cette période préélectorale a commencé? Le pouvoir en place a peur? Du Val-Fangwa, j'ai eu en face de moi des spécialistes en la matière tout à l'heure. De quoi? Ouais, mais je ne sais pas de quoi, finalement. Spécialiste de quoi? Je ne sais pas. Vous me laisserez d'abord. Mais je voudrais dire que de manière conceptuelle, la vue publique nous met tellement en situation d'opposition qu'il est important que l'on reste pondéré, que l'on reste modéré, que l'on reste humble pour qu'on arrive à des désaccords acceptables. Monsieur Nanga me dit, moi, le spécialiste de la citoyenneté, je suis descendu dans la rue pour pouvoir dire à un agent de police, de maintien de l'ordre, c'est moi qui te paye, et donc, en fait, du fait que c'est moi qui te paye, je peux te soumettre. Ah non. C'est ça la citoyenneté. C'est ça la citoyenneté. C'est ce qu'il a dit. Non, j'ai jamais dit ça. C'est moi qui vous paye. Donc, si c'est moi qui vous paye. de voix. Oui, mais bien sûr. De la même façon que lorsque tout à l'heure, je vous ai parlé de l'adversité républicaine, il s'agit absolument de l'adversité républicaine. Elle doit être sous le fondement de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Après, maintenant, ils veulent bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre, parce que là, ils veulent prendre appui là-dedans pour pouvoir continuer à proférer les menaces, de dire qu'en réalité, comme vous avez cité un cas, effectivement, où il y a eu des conflits, mais il y aura toujours des conflits dans la vie publique. Pas un cas, vous avez cité à condition que l'on soit la République chevillée au corps, il y aura toujours un point sur lequel on ne pourra pas s'entendre. Et à ce moment-là, on va avoir des référents républicains qui pourront nous donner la voie à suivre. Là également, spécialiste pour spécialiste, en début des années 80, il y a un monsieur Patrick Henry qui tue un jeune enfant et qui le met, il va dans un motel, il le met sur son lit et puis finalement, d'enquête en enquête, on finit par mettre la main dessus. Nous sommes en 1980, dont la peine de mort existe encore en France. Et ce gars-là, effectivement, une fois qu'on a mis la main dessus, il est au tribunal et puis Robert Badinter dit c'est moi qui vais le défendre. Pour tout le monde,
on va prononcer la peine de mort. Et Badinter dit, je vais te sauver la tête de ce monsieur. Et de plaidoyer en plaidoyer, il finit par avoir une autre condamnation que la peine de mort. Je voudrais dire à Maître Ngwana qu'en réalité, les arguments qui avaient été utilisés par Robert Badinter, qui était un éminent avocat à l'époque, ce n'était pas l'arrestation des articles de loi. Il avait utilisé d'autres instruments. Et c'est pour cette raison-là que je le souhaite qu'il renforce son socle argumentaire pour ne pas apparaître dans le plateau comme je sais pas moi, le spécialiste de quoi que ce soit. Par ailleurs, quand un spécialiste vous dit et qui va au Conseil constitutionnel avec pour argument de ce que, à partir du moment où on a viré l'argent à une institution, c'est pas dire qu'on a reconnu la légalité de quelqu'un. Là, sincèrement, je tombe de nu. Si d'aventure, Maître Ngwana retenez-le une fois pour toutes, qu'on établit aujourd'hui que c'est Yebga, qui est le président du Manidem, les gens qui auront manipulé toutes les ressources liées à cette organisation-là seront en devoir de les payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, maintenant, Monsieur le comptable, je crois qu'il faut mieux qu'il manipule les chiffres. Expert comptable, c'est un comptable qui manipule les chiffres. Je n'entrerai pas au barreau avec une licence parce qu'en matière de droit, je suis largement au-dessus du droit. Consultez votre argumentaire, à ce moment-là, on pourra avoir une décision raisonnable. Monsieur, parlez des chiffres. Sur des choses que vous prévalez. Le droit, ce n'est pas votre affaire. Je vais continuer en disant qu'en réalité, là, on nous annonce quelque chose de fort nouveau. Notre système électoral à un tour est fait pour créer des conditions de coalition dès l'appel du corps électoral. Donc ce ne sera pas une nouveauté demain qu'on se retrouve en face des gens. Nous nous préparons pour cela. Par ailleurs, donc vous me dites, il y a des manifestants qui ont été arrêtés, mais c'est sous le coup de ce qu'ils font là. Quand on dit effectivement on est libre et qu'on commence cette liberté-là par des menaces, je suis désolé, on peut le condamner l'autorité administrative parce que c'est nous qui le payons. Mais l'autorité administrative qui doit veiller sur la sécurité des hommes et des biens prend des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas une transgression de l'ordre public. Dans le cas de ce maintien de l'ordre public, là, effectivement, quand vous commencez par des menaces, on vous le répondra également en prenant des mesures contre vous. Après, maintenant, vous estimez que vous êtes le souverain suprême. Donc là, la notion de souveraineté. Que là, le barreau est hors sujet. Oh, mais le barreau peut dire ce qu'il dit. Ah. Mais il n'en reste pas moins que chacun dans la société, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de référent, chacun agira en pleine mesure et en toute compétence et en toute connaissance de cause dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs. Le barreau est là pourquoi, Dival Fangwa? Il est là pour défendre, y compris pour des causes perdues. J'ai un qui disait effectivement que je défends, Bertie Berger qui disait défend les gens qui sont en rupture par rapport à la norme et par rapport à la société. Ils seront quand même défendus. Qu'est-ce que vous voulez que le barreau dise en la matière? Il défendra toujours, même si les gens sont en rupture par rapport à la norme et par rapport à la société. Et c'est parce que les auront défendu qu'effectivement, qu'il y a nécessairement entrave. Je dis tout simplement ceci. Il y a des gens qui ont pour spécialité de veiller à ce que nous puissions vaquer dans la paix optimale à nos activités quotidiennes, ils prendront des mesures nécessaires. Après, maintenant, si le barreau estime qu'il doit faire une procédure, il fera la procédure. Et c'est là, effectivement, c'est comme ça que la République doit normalement fonctionner. Alors, vous dites que c'est comme ça que la République doit normalement fonctionner. Nous avons sous nos yeux une lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda qui dit justement que la société ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je vous prends un exemple. Le malaise qui ronge notre pays à l'heure actuelle et qui provoque un mécontentement généralisé dans le cœur des citoyens en cette période préélectorale prend sa source dans des actes anti-évangéliques qui sont institués dans la gestion de notre pays. Nous nous faisons le devoir de les rappeler à la conscience de tous. La mauvaise gouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Ça ressemble même beaucoup plus au bilan du RDPC. Hein? Oui, mais disons, mettez ça dans le cadre d'une opinion. La question qui a envie de vous retourner, il est en prison, le Monseigneur Cléda. Non, il est bien une opinion.
à la fin des choses, à la lumière des choses, on lui a apporté la réponse nécessaire de ce qu'en réalité, ce monde-là, qu'il a tendance à peine. Mais c'est de son droit. Il a le droit de faire des déclarations telles qu'il les veut. De la même façon, effectivement, que j'ai entendu qu'en un tour de main, on va m'apporter l'autoroute dans mon petit village à Yingui. Bon, je serais tout heureux d'avoir cette autoroute. Tout ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est d'avoir un certain bien-être. Le RDPC a contribué, continuera à l'améliorer dans les conditions qui sont définies et pour lesquelles, effectivement, nous allons prendre un engagement. Également, là aussi, on va faire une campagne. Ne criez pas Cocorico. Là, j'ai entendu qu'on va nous laminer. Oui, ben, très bien. Chaque fois, on nous a laminé. Dans le cadre de la campagne qui s'annonce pour le 12 octobre 2025, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir dire qu'en réalité. Mais l'autre chose également, quand vous avez des gens qui tout le temps... Ce n'est pas qu'une opinion, hein. Il me semble c'est une opinion. C'est une opinion. C'est une opinion. Attendez, je pose la question. Lorsqu'on prend le document de Monseigneur Samuel Cléda, la lettre pastorale, à la page 7 par exemple, il cite le rapport de l'Institut national de la statistique suite à l'enquête camerounaise auprès des ménages. Le taux de pauvreté au Cameroun en 2024 est estimé à environ 37,7%, ce qui signifie que près de 4 personnes sur 10 vivent... Je finis s'il vous plaît. 4 personnes sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 10 millions de Camerounais vivant avec moins de 1000 francs par jour. Plus concrètement, le seuil de pauvreté au Cameroun est établi à 813 francs par jour, soit environ 37,7%. Ce n'est pas que un point de vue statistique. Sur l'immigration clandestine, les facteurs à l'origine de cette situation sont la pauvreté croissance, un taux de chômage général estimé à 74%, il a bien indiqué les sources, sur les délabrements du réseau routier. D'après les statistiques du ministère des Travaux publics, 17,67% des routes sont en mauvais état, contre 11,17% de routes en bon état. Dans cette tranche, aucune des 10 régions du pays n'enregistre 25% des routes en bon état. L'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité. C'est la lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda, page 10. Les statistiques officielles, là, vous allez parler, je vous donne les chiffres, parce que là, c'est une opinion. Voilà. Moi, je crois plutôt que c'est un constat avec des chiffres. Et ces chiffres-là, s'ils sont discutables, vous nous donnerez ce qui est juste. Les statistiques officielles évoquent une couverture estimée à 82% en milieu urbain et 52% en milieu rural. Document stratégie pour la croissance et l'emploi. En ce qui concerne l'électricité, en 2024, le taux de couverture officiel est de 68%, mais en réalité, les écarts sont énormes entre les milieux urbains et ruraux. Et selon les résultats de la 5e enquête camerounaise sur les ménages, publiée le 26 avril 2024 par l'Institut national de statistique, il existe... Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.